Que c'est 5 ans là. Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, on va célébrer un homme de science, François Adebayor Abiola. Un comité de jeunes a réfléchi pour reconnaître à l'homme ses mérites, tant au plan académique que sur son parcours politique. Je recevrai à ce sujet Hubert Arobadi Adimou, qui est notre invité. Il va nous dire deux mots au sujet de cet objectif-là. Et puis, on va s'intéresser à la politique, notamment avec cette actualité liée à l'affaire Paulin Akpona. C'est du nom de cet ancien ministre de Patrice Talon en charge de l'énergie et de l'eau qui a été viré du gouvernement il y a quelques jours pour des propos tenus à Parakou, propos jugés politiquement déplacés et publiquement condamnables. L'homme s'est excusé, mais hier, un autre pas a été franchi dans cette affaire. Le Parlement a décidé d'installer une commission d'enquête pour y voir clair. Alors, trois axes de nos discussions ce matin à ce propos. D'abord, pourquoi une commission parlementaire d'enquête et quelles seront les chances de réussite de cette commission-là. Deuxième élément de l'histoire du Parlement, les commissions parlementaires ont-elles apporté quelque chose comme lumière aux différentes affaires ayant éclaboussé la gouvernance au Bénin? On dira deux mots là-dessus. Et puis, on va faire une lecture politique de la configuration de cette commission parlementaire d'enquête. Les trois forces politiques représentées à l'Assemblée nationale ont leur représentant au sein donc de cette commission. On dira deux mots là-dessus. Nous sommes en période de pluie et cela rime avec palu, et quand je parle de palu, vous imaginez qu'on va parler santé. Esther Tofa n'est pas là, mais elle va nous aider à prendre quelques conseils liés justement à ce contexte donc de saison pluvieuse. Quelles sont les dispositions à prendre pour se préserver du paludisme? C'est le thème au cœur de cette réalisation qu'on va suivre, notamment dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue à tous. La une des journaux, ça commence toujours à Canal 3 Bénin et sur Actu Matin par Fraternité. Ce matin, le quotidien qui paraît aménoté en mise en manchette: Pépitard du Bénin, l'art et la passion n'ont pas d'âge. Michel Nounoubessi, tous les enfants sont éligibles à la percussion, mais c'est l'apprentissage que nous détectons, c'est pendant l'apprentissage, que nous détectons les meilleurs. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Paulin Akpona, un test de maturité pour le Parlement, et puis Canal Plus embarque désormais Netflix pour une expérience sans limite. Passons à Dynamisme Info, mise en place de commission pour les propos tenus à Parakou. L'inexpérience politique de Akpona veut le conduire un peu trop loin. Et puis, l'élection générale de 2026, justice à travers les positionnements pour les laisser pour compte de l'UPR dans la 6e circonscription électorale. Nouvelle régulation numérique au Bénin, la HAC veut encadrer les influenceurs et les médias universitaires. La tribune de la capitale. Mettons que, au sujet de la santé publique au Bénin, le gouvernement a autorisé une conférence de haut niveau pour mieux financer la vie. Le matinal, gestion de l'eau et de l'électricité à Parakou et environ. Les députés veulent voir clair dans cette affaire. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. Et puis, insécurité dans les départements du Borgou et des collines. Braquage à Kassaru, et Ouessé, des blessés et de l'argent emporté, nous apprend donc le journal. Et puis, Bénin intelligent, loi sur la vision 2060, fini l'instabilité des politiques publiques, en tout cas le journal
Supermarché régional des titres publics, près de 7 000 milliards de francs CFA levés par les États de l'UEMOA au premier semestre de 2025. Nous sommes avec la nation, cybersécurité et défense. Cotonou accueille un important symposium. L'indépendant. Nous allons voir du côté de la régulation de la presse universitaire et des réseaux sociaux. Il y a que le secrétaire général de la HAC, François Oudoua, a annoncé des réformes à ce propos. Que nous dit Matélim ce matin? Levée de l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Le journal est sceptique. Est-ce que ce n'est pas encore une manœuvre politique pour 2026? Cambriolage à Kassarou, plus de 15 millions de francs CFA ont été emportés. L'informateur, dévoilement des candidats pour les présidentielles de 2026. Les partis attendent octobre. Le Béninois libéré, lancement de la plateforme MyAfro Origins. Le Bénin ouvre grand ses bras aux Afro-descendants, précurseur de la réconciliation panafricaine. Talon répare les liens brisés. Et puis, Bénin, la HAC veut mettre de l'ordre dans la presse universitaire. Ça, c'est le grand jury ce matin. L'économiste développement durable dans l'UEMOA, répartition des financements de la BOAD par domaine en 2024. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Pépitard du Bénin, l'art et la passion n'ont pas d'âge. Michel Nouno Bessi, tous les enfants sont éligibles à la percussion, mais c'est à l'apprentissage que nous détectons les meilleurs. Je vais zoomer pour vous permettre de mieux voir. Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Paulin Akmouna. Un test de maturité pour le Parlement. Et puis Canal Plus en bac. Eh bien, désormais Netflix pour une expérience sans limite. Voilà donc ce que je peux vous proposer comme une des journaux ce matin, en tout cas, pour ce qui concerne les journaux qui nous sont parvenus ce matin dans les colonnes de Fraternité. J'avais commencé déjà à vous en parler lors de cette introduction à cette matinale. L'actualité dans le domaine politique, c'est bien la mise en place de cette commission parlementaire par les députés à l'Assemblée nationale pour mieux voir dans cette histoire des déclarations de Paulin Akmouna, l'ancien ministre de l'énergie et de l'eau, viré tout récemment. Vous avez à la page 4 de Fraternité la liste des députés désignés pour siéger au sein de cette commission, et au titre du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, vous avez Adomaou Jérémy, Nouemou Domitien, Degbeji Denise et puis Louis Dossou. Pour le bloc républicain, Gansé Ama a été désigné, Kazmi Sossou a été aussi choisi. Un dernier, Seymou Abdul Malik Gomina, fait partie donc de ceux qui vont représenter le cheval blanc cabré sur fond vert au sein de cette commission. Et enfin, pour le groupe parlementaire et démocrate, Noureinou Achadé a été choisi, Urukubu Abibou a été désigné, et puis un certain Célestin Oussou va figurer aussi donc de cette commission-là. Alors, le journal vous donne d'autres détails liés justement au rôle et puis à la mission de cette commission, vérifier la véracité des allégations faites par l'ancien ministre et évaluer la gestion passée des faits publics, des fonds publics affectés aux infrastructures d'eau et d'électricité, notamment dans le septentrion. Voilà donc la charge de cette commission. On verra bien ce à quoi ça va aboutir. De toutes les façons, il faut lire quelque part dans cet acte de désignation ou d'installation d'une commission d'enquête parlementaire, eh bien, un test de maturité pour le Parlement. Est-ce que ça va pouvoir aboutir? C'est l'analyse que nous propose ce matin Ange Pauline Douama, que vous pourrez retrouver à la page 4 toujours de la production de Fraternité ce matin. Je vous propose de lire de fond en comble le quotidien quand votre exemplaire sera sur votre table à la maison ou au bureau. À la page 5, l'actualité des sciences et du développement. Les climatologues du monde qui se réunissent à partir d'aujourd'hui, et ce pour 3 jours, notamment à l'université d'Abomey-Calavi. C'est pour discuter un peu de développement, de quoi est-ce que ça retourne tout cela et quels sont les acteurs impliqués. On en dira
deux mots. Et puisque je vous parle de sciences et je vous parle d'université d'Abomey-Calavi, je dois aussi vous parler d'un certain François Adebayo Abiola, professeur dans cette université-là, qui a eu un parcours assez intéressant, en tout cas aux yeux de certains jeunes qui ont choisi de lui faire, de lui rendre un hommage pendant qu'il est encore en vie. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire comme action? On va donner la parole à l'un des membres du comité tout à l'heure. Il nous dira 2 mots à ce sujet. Nous allons passer à l'acte de d'Actu Matin. Voici le bulletin avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, Tanguy, bonjour et bien bonjour à tous. Les soldats de la garde nationale du Bénin affûtent leurs armes et leur réactivité. Il s'agit d'une manœuvre militaire dénommée Bouclier. Vous voyez bien, exercice assez pointu et rugueux. Qui a mobilisé plus de 500 soldats sur le terrain, et précisément dans les départements du Mono, du Koufo et du Zou. Sauvetage, franchissement, descente en rappel sont autant de tactiques, mettons, militaires et d'épreuves pratiques auxquelles ils ont été soumis. Je ne sais pas si vous pourriez le faire. En tout cas, vous n'êtes pas militaire. On vous donnera quelques détails à ce sujet tout à l'heure. Et puis on parlera également de ce geste de générosité à l'endroit des enfants issus des familles démunies de la vallée de Louimé, dans l'arrondissement d'Azoulissé. Là, nous sommes dans la commune d'Adjoum précisément. Il s'agit d'un don de kit scolaire qui vient de l'organisation non gouvernementale Walking Title. C'est en attendant donc la rentrée scolaire. Voici le bulletin. Ce que vous allez voir dans ces images, on ne vous les montre pas au quotidien. C'est le derrière du rideau de l'armée béninoise, lancée par la garde nationale précisément. La manœuvre Bouclier s'est déroulée dans les départements du Mono, du Koufo et Ingrid, du Zou aussi. En effet, Tanguy, plus de 500 soldats sont mobilisés sur le terrain pour affûter leur réactivité pendant plusieurs jours. Des exercices de sauvetage, franchissement, descente en rappel et bien d'autres tactiles militaires sont mis en pratique. C'est une simulation de haut niveau pour tester ces troupes face au terrorisme et à la piraterie maritime. Teddy Goudalou a suivi l'exercice pour nous. Voici son reportage. Des soldats qui franchissent les eaux du littoral, escaladent des pistes et défient les hauteurs des collines. Sous le drapeau béninois, la garde nationale affine sa réactivité. C'est l'opération Bouclier, une manœuvre de grandeur nature pour tester la solidité des éléments de la garde nationale. Et le moral, très bien. C'est une manœuvre beaucoup plus grande du niveau d'un groupement tactique interarmes, donc environ 560 personnes qui vont être engagées sur le terrain pour s'entraîner, et développer des réflexes, et se confronter aux incidents auxquels nous sommes confrontés sur le terrain. Et ça permettra naturellement au personnel d'être beaucoup plus aguerri avant leur déploiement en zone opérationnelle prévue pour les prochaines semaines. Du 30 juin au 4 juillet, ces hommes armés de courage et d'endurance simulent différentes missions. J'ai réduit une résistance de 3 combattants armés d'AKM. 3 combattants tués, 3 AKM saisis avec chargeur. À Ouassa, l'échauffement se fait intense avec la piste d'audace. Le chef instructeur donne le ton. Au niveau, Chaque geste compte. la piste, sa hauteur est de 3 mètres. Donc, il n'y avait pas l'assurance. L'assurance a été assurée par l'élément lui-même. Donc, pour cela, il faut avoir l'audace pour pouvoir assurer soi-même. Il faut avoir aussi le courage pour l'affronter. À la caserne de Dessa dans le département de l'Atlantique, le plan d'action est validé par le chef d'état-major avant le déploiement. L'assurance est de mise
car ces manœuvres sont une répétition de situations réelles. Nous allons multiplier ce genre d'exercices afin de permettre aux officiers d'état-major de s'accoutumer aux réalités tactiques qui relèvent de leurs responsabilités. Insurrection, prise d'otages, attaques terroristes, au cœur de l'opération, la hiérarchie suit chaque étape. Pour mener une reconnaissance offensive. Et depuis quelque temps, nous avons tendance à croire que la menace se dirige beaucoup plus vers le sud. Donc pour ne pas être surpris, le chef d'état-major général a décidé d'organiser une manœuvre pour voir la capacité de la garde nationale à réagir aussi dans la partie méridionale du pays. On entend des bruits de fusils, pan, pan, pan. Bon, c'est ce qu'on entend. Et bon, nous disons que bon, c'est un exercice militaire. Dans les véhicules blindés, les échanges radio témoignent d'une organisation millimétrée. Le dernier jour, la manœuvre s'ouvre à la population. Le VIP Day met en scène la libération d'un otage, un hélico militaire qui survole et une unité spéciale qui neutralise la menace. Ce que nous avons vu aujourd'hui est particulièrement plaisant et nous sommes heureux de savoir que nous nous entraînons car les savoir-faire que nous avons vu la garde nationale mettre en œuvre sont nécessaires sur le théâtre Mirador où nous faisons face aux terroristes. Ces manœuvres sont destinées à guérir nos soldats pour les futures épreuves dont ils feront face. Donc il est nécessaire qu'on les confronte à des situations qu'ils peuvent rencontrer là-bas, d'où l'importance de la manœuvre. Pour la garde nationale, créée en 2020, ces missions sont le socle d'une ambition. Rester prête à défendre le Bénin sur tous les fronts, sur terre, en mer ou dans les airs. Des milliards de francs CFA auraient été indûment siphonnés au sein du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, selon des révélations faites par l'ex-ministre Paulin Akbona. Des propos qui n'ont pas laissé l'Assemblée nationale indifférente. Sur saisine des députés de l'opposition, le Parlement a décidé de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire. Suivez ici quelques députés au sujet de cette initiative. Les dénonciations qui sont faites sont d'une gravité telle que on doit se réjouir de ce que le Parlement veuille ouvrir la voie à ce qu'on voit clair. Parce que des dizaines de milliards siphonnés, ça donne froid dans le dos. Lorsque le ministre a été mis de côté, je me suis demandé si c'était un fusible qu'on faisait fondre. Mais je me réjouis que la proposition de résolution commence par prendre un bon chemin. La déclaration faite par le ministre en charge de l'eau, comme nous l'avions suivi tous, a été très violente, très éclaboussante et grave. Et je pense que ceux qui ont pensé à la mise en place d'une commission d'enquête, ils ont vu juste. Parce que cette déclaration éclabousse le gouvernement, la mouvance et même la société civile qui est censée regarder ce qui se fait dans ce secteur-là. Il fallait une commission d'enquête pour laver tout soupçon, parce que la déclaration a mis beaucoup de doutes dans les esprits des Béninois. Au niveau du bloc républicain, nous avons soutenu la mise en place de cette commission parce que nous voulons montrer à la face du monde que contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, les partis politiques ne sont pas là pour protéger les leurs. Bien au contraire,
c'est pour le bien commun. C'est pourquoi, quand bien même les responsables qui se sont succédés à la tête de ce département ministériel sont du bloc républicain, nous estimons que non seulement il faudrait qu'il y ait la commission d'enquête, mais il faudrait qu'il y ait un faisceau de lumière qui éclaire, conformément à la volonté du chef de la majorité présidentielle, où la bonne gouvernance est le credo de tous les actes que nous posons. Monsieur le Président, pour des questions de bonne gouvernance, ceux qui sont aujourd'hui plus en prison, c'est nos partisans. C'est ceux qui sont dans la majorité présidentielle pour cause de mauvaise gestion. Et c'est des cas techniques qui ont aussi des casquettes politiques. Et quand tu acceptes en tant que technicien d'être à des positions et tu gères mal, ce n'est pas parce que tu es politique qu'on va te laisser là et on va te soutenir. Aucun parti, BR ou UP, le renouveau ne le ferait jamais. C'est ce qui caractérise la gouvernance désormais dans notre pays. Ils sont déjà connus, les membres de cette commission parlementaire d'enquête devant vérifier la gestion des fonds alloués dans le cadre de la fourniture en eau potable et en électricité aux populations de Parakou et ses environs. Au niveau du groupe parlementaire, l'Union progressiste, le renouveau, ils sont 4. Le bloc républicain dispose de 3 membres et le groupe parlementaire, les démocrates, dispose également de 3 membres. Selon le rapport approuvé par la plénière, la commission élit en son sein un bureau composé de 5 membres. Elle est chargée de contrôler la gestion des financements alloués par le gouvernement au secteur de l'eau potable et de l'énergie dans la commune de Parakou de 2016 à 2025. Autre volet de l'actualité à présent, dans l'arrondissement d'Azoulissé, des enfants issus de milieux précaires ont reçu la visite de l'ONG Walking Title. Les membres de cette organisation ont parcouru plusieurs hameaux pour apporter à ces enfants un peu d'amour à travers la remise de kits scolaires. Suivant. Des pistes étroites, des sentiers escarpés, mais une détermination sans faille. Les membres de l'ONG Walking Tilt ont bravé les difficultés d'accès pour atteindre plusieurs hameaux reculés de l'arrondissement d'Azoulissé dans la commune d'Adjoum. Objectif, aller à la rencontre d'enfants issus de familles défavorisées et leur offrir un peu de bonheur. Les présents apportés aux enfants sont des kits scolaires et ils sont au total 50 enfants qui ont bénéficié de cette action de solidarité. Walking Tilt aide les enfants, les grandes personnes, les cas sociaux, les handicapés à avoir du sourire. Là où les autres personnes sourissent, Walking Tilt aide aussi les démunis à avoir aussi des sourires aux lèvres. Les kits que nous venons de partager aujourd'hui comportent des cahiers, des bics de toutes couleurs, des règles, des ardoises, gomme, chiffon, craie, pot de colle, vrai dessinateur, sac au dos, etc. Ces fournitures pourront aider ces enfants à bien commencer la rentrée académique 2025-2026. Je suis enseignante de profession. Dans les classes, je vois combien les enfants ont de la difficulté à avoir des cahiers à jour. Mon cahier est fini, je n'ai pas de l'argent pour l'acheter, je ne peux pas acheter le roman, je n'ai pas de traceur. Et tu es obligé de renvoyer l'enfant à cause de ça. Or, tout enfant a droit à l'éducation. Au niveau des enfants bénéficiaires, les regards, les sourires ne trompent pas. Ils sont heureux de ce geste humanitaire à leur endroit. Je suis très contente d'avoir reçu des sacs et des fournitures scolaires. Je remercie le groupe de Walking Tilt. Ça va me permettre l'année prochaine de bien travailler et avoir reçu beaucoup plus. À Azoulissé, Walking Tilt n'a pas seulement distribué des dons. L'ONG a semé des graines d'espérance dans le cœur de ces enfants qui en ont vraiment besoin.
Et voilà, c'était le bulletin Tanguy. Très intéressant, Ingrid Day. Merci beaucoup pour la présentation donc, de cette fenêtre de l'information proposée par la rédaction de Canal 3 à Bénin. Ça s'appelle le bulletin sur Actu Matin. Très bonne journée. Merci, Tanguy. Merci. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, qu'est-ce que c'est? Un autre bulletin. Voici les informations sportives. Et si on vous parlait essentiellement de football? Candidat Roumeta, bonjour. Tanguy, bonjour. La sélection junior du Bénin a bouclé sa préparation en prélude au tournoi UFOA de la zone B de la catégorie des moins de 20 ans, côté homme. C'est bien cela, les Guépards juniors ont eu 2 semaines environ pour corriger certaines imperfections et procéder au dernier réglage au cours donc de ce dernier stage bloqué après celle démarrée depuis plusieurs semaines sous la houlette du technicien Raymond Tchaï. Ils ont passé en revue de nombreux faits de jeu, surtout travaillé sur la finition devant les buts qui reste l'un des défis majeurs des jeunes joueurs en sélection junior. Il faut dire que globalement pour le compte de la préparation de cette compétition, les U20 béninois ont eu 2 matchs test. Le premier s'est déroulé le 11 juin dernier à Lomé au Togo et s'est soldé par un score nul d'1 but partout, et le second qui s'est tenu vendredi dernier à Campopo et qui s'est soldé par le même score. 2 matchs au cours desquels le sélectionneur a eu à examiner la progression de son équipe sur plusieurs plans. De toute façon, c'est ce qu'on a pu entendre hier lors de son intervention sur Canal Sport. Suivez. Moi, je trouve que c'est un bon bilan. Je suis parti pour travailler. Déjà, il faut savoir ça, que moi, quand j'y vais pour perfectionner mon équipe. C'est ça. Donc, le résultat, c'est toujours important parce que ça reste des nations. Donc, il faut toujours avoir le résultat. Mais je suis venu pour voir mon équipe, comment elle se comportait. Au niveau du comportement de l'équipe, j'ai trouvé une équipe assez plaisante à voir, avec du jeu, avec de la création. On est arrivé beaucoup de fois devant le but. Voilà, il manquait encore, comme je vous l'ai dit, cette petite finition qui fait que l'action elle est concrétisée. Dans l'ensemble, moi je suis satisfait. Il faut savoir aussi que j'ai aligné 2 équipes à chaque fois. J'ai aligné une première équipe en premier mi-temps, une deuxième équipe totalement différente en deuxième mi-temps, pour voir aussi les niveaux des remplaçants, si j'aurai un champ. Il y a les automatismes. Exactement. Si on ne les fait pas jouer, il n'y a aucun intérêt de les emmener parce que le jour où on va rentrer dans un match, ils ne vont pas savoir comment gérer. Donc l'idée, c'était de couper le match en 2. Et j'ai vu des belles choses, j'en ai vu des moins bien, forcément. Donc on a pris le temps de bien observer ce qu'on a fait, pour bien corriger, pour amener de l'amélioration dans tout ce qu'on va mettre en place. Non, l'idée, c'est d'aller au bout, mais pas n'importe comment. Voilà, on veut aller au bout, mais pas n'importe comment. En ayant un fond de jeu, en ayant quelque chose qui va pouvoir se répéter plus tard, pas avec de la chance ou un truc un peu hasardeux, avec des choses maîtrisées. Parce qu'en fait, on veut répéter plusieurs fois ces échéances. Globalement, la préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions et a surtout été satisfaisante au regard du comportement des joueurs tout au long du stage. Et selon le sélectionneur Raymond Tchaï, les Guépards sont prêts pour aller en compétition. L'état d'esprit est positif, la santé est bonne, donc on est bien. La cohésion d'équipe, elle est au top. Ce qu'on produit sur le terrain, ça commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, on peut être satisfait des jeunes. Il y a plein de nouveaux, il y a plein de nouveaux visages, il y a plein de premières sélections. Je pense que tout est réuni pour qu'on puisse en tout cas compétir. On a expérimenté déjà le jeu au sol, de plus balancer, bien conserver, savoir se projeter vers l'avant. C'est ça. Et il nous manque encore des petites finitions sur la finition. C'est la chose la plus dure dans le football, hein. C'est de marquer, hein, c'est pas d'avoir le ballon. Et comme c'est quelque chose de difficile, ça met beaucoup plus de temps. Je pense, à mon avis, qu'aujourd'hui, on arrive à emmener le ballon dans des surfaces assez dangereuses. Par contre, on a du mal à finir nos actions, qui fait que tu peux remporter un match ou en tout cas prendre un nul. Et aujourd'hui, ça nous porte défaut. Mais c'est un défaut qui est apparent dans le monde entier aujourd'hui. Au niveau de l'attaque, on n'est plus très efficace. On n'a plus beaucoup d'attaquants vraiment comme on l'entend. On a des personnes qui marquent, on a des ailiers, on a des excentrés, on a
On a des latéraux qui marquent, mais on n'a plus d'attaquants type qui sont capables de bien finir. Ouais. Ça se fait de moins en moins. On a beaucoup de milieux. Au pays, on a beaucoup de milieux. On en fait de moins en moins d'attaquants. Ouais. Nous, on est prêts. Nous. On fait ce job pour ça. Hein. On fait ce job pour ça. Et les jeunes, ils ont travaillé autant pour ce genre de compétition. On est prêts. Maintenant, il faut être réaliste. Le verdict, il va se faire le jour du tournoi, dans le rectangle vert. Il y aura 90 minutes pour moi, 90 minutes pour l'équipe adverse. Et à partir de ce moment-là, on va voir qui va pouvoir utiliser les forces et les faiblesses de l'équipe adverse. La délégation béninoise quitte Cotonou ce mardi pour rejoindre la capitale ghanéenne avec un effectif de 20 joueurs. Au total, il faut dire que la compétition s'ouvre jeudi prochain à Accra au Ghana et la sélection junior du Bénin fera son entrée en lice face au Nigeria dimanche avant d'en découdre avec le pays hôte. Ça sera le 16 juillet prochain. Tanguy, bonne nouvelle pour le Bénin. Un joueur qui pourrait bientôt faire partie des sélections de catégorie d'âge ou senior du Bénin vient de signer en Europe. Vous allez le voir sur l'image. Il annonce Cherif Baba Yaya et il a rejoint le Nottingham Forest, un club de Première Ligue. Et sa signature a été officialisée par l'USS Kraké, son ancien club au Bénin, d'où il a été transféré à Rio Ave au Portugal sous forme de prêt en avril 2025. Mais Cherif Baba Yaya ne passera que 3 mois dans le championnat portugais. Le jeune milieu de terrain béninois, âgé de 18 ans, vient de signer à Nottingham Forest en Première Ligue anglaise et selon les informations, il va évoluer sous les couleurs de l'équipe réserve d'abord avant de justement faire sa progression vers l'équipe première. On a pu lire un communiqué justement du club anglais officialisant sa signature. Vous allez le voir sur le communiqué. Nottingham Forest Academy est ravi de confirmer que le milieu de terrain béninois Cherif Yaya rejoint le club en provenance de Rio Ave. Le bosseur de 18 ans qui a initialement exercé son métier dans son Bénin natal, Cherif rejoindra l'équipe B de Warren Joyce pour la saison à venir. Craig Mulholland, responsable du développement du football et de gestion des talents, a déclaré: nous souhaitons bonne chance à Cherif, un jeune talent très intéressant dans cette période passionnante de son parcours footballistique et nous avons hâte de le voir dans l'équipe de Warren alors qu'il entame une nouvelle campagne en Première Ligue de Tanguy. Un nouveau Guépa qui signe en Première Ligue. Oui, ça pourrait en tout cas, mettons, relever ou révéler le niveau qui progresse du football du Bénin. Généralement, quand on parle des signatures de joueurs béninois, on parle souvent de 3e division. De 3e division ou des équipes qui ne sont pas vraiment connues en Australie, en Chine. Des Dossa Kotokopia. Voilà. Donc, fort heureusement, on a quand même un des nôtres qui signe, s'il vous plaît, dans l'un des championnats les plus relevés du monde. Oui. Nottingham Forest, 7e du championnat. Le plus relevé du monde, parce que c'est à la fois beaucoup d'énergie, c'est à la fois de la force, de la précision, de la rigueur. Et c'est beaucoup d'intensité quand vous jouez en Angleterre. Que d'aller signer là-bas, je crois que c'est un gros coup. C'est un gros coup pour le jeune Cherif Yaya Baba qui signe justement et va évoluer déjà à partir de la saison prochaine avec l'équipe B de Nottingham Forest. Il faut dire que c'est justement le chemin par lequel tout jeune joueur qui signe dans un club relevé en Europe prend pas avant justement d'accéder à l'équipe première. Et l'USS Kraké, qui est son ancien club d'où il a été transféré à Rio Ave au Portugal, est l'un des clubs au Bénin qui justement fournit pas mal de joueurs et dont les joueurs signent beaucoup plus à l'étranger. On a eu par le passé le cas de Yamiro Ouoro qui évolue du côté de AC Horsens aujourd'hui. Et bien entendu, il n'y a pas que lui, il y a également bien d'autres joueurs. C'est une nouvelle trouvaille, sinon un nouveau challenge pour le jeune Cherif Baba Yaya. Tanguy, passons à autre chose. On va passer justement à l'actualité, toujours footballistique, mais des dames, notamment la première journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations.
pour la CAN féminine. Cette version a pris son envol donc hier. Oui, les 2 derniers matchs de cette première journée de la phase des groupes ont été joués ce lundi avec plusieurs scénarios à l'arrivée dans le groupe C. Pour être plus précis, l'Afrique du Sud, tenante du titre, s'est imposée par un score de 2-0 à l'équipe du Ghana, et puis victoire triquée du Mali devant l'équipe de la Tanzanie, score à l'arrivée 1-0. Au terme donc de ces différents matchs, le classement dans la poule est dominé par les tenantes du titre, Afrique du Sud, les Sud-Africaines pour être plus précis, avec 3 points, compte un goal différentiel de plus 2. Le Mali vient en 2e position avec 3 points plus 1. L'équipe de la Tanzanie loge à la 3e place après donc cette première journée, et le Ghana garde la lanterne rouge dans ce groupe C avec un goal différentiel de moins 2 et 0 points au compteur. Avant de se tourner vers la deuxième journée qui va s'ouvrir dès demain, on fait une mise au point très rapide en ce qui concerne les récompenses financières qui seront offertes aux équipes au thème donc de la compétition. Il s'agit de nouvelles primes contrairement à l'édition précédente. L'équipe championne va partir non seulement avec le trophée et les médailles, mais aussi avec une cagnotte d'$1 million. L'équipe finaliste va repartir avec $500 000. La 3e place bénéficie d'une récompense financière de $350 000. La 4e place va prendre $300 000. Les 4 finalistes s'en sortiront avec $200 000 chacune. La meilleure 3e équipe du groupe, une équipe à savoir par groupe, va prendre $150 000 et la lanterne rouge de chacun des groupes lors du premier tour va tout de moins repartir avec $125 000 chacune. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud sacrée en 2022 avait empoché $500 000 USD. Cette année, la récompense du vainqueur est doublée et il repartira avec un nouveau trophée. Allez, on va finir. On va finir avec, mettons, la demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, des clubs qui s'ouvrent notamment ce mardi avec une affiche assez intéressante. Oui, une seule affiche assure Fluminense-Chelsea. Il faut dire que Fluminense avait battu à l'étape des quarts de finale l'équipe d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite, tombeur de Manchester City en 8e de finale, et puis son adversaire du jour, Chelsea, qui a battu l'équipe de Palmeiras à l'étape des quarts de finale par un score de 2-1, tandis qu'il faut dire que cette affiche reste ouverte. Oui, très ouverte. Je crois qu'on en avait déjà parlé par ici. On verra ce que ça pourrait donner, parce que c'est quand même, mettons, 2 styles de football opposés. On a un football européen, anglais notamment, relativement très pressant. Et nous avons aussi un football de l'autre côté qui reste très énergique, certes, mais plus défensif qu'offensif. On verra bien, en tout cas, à l'issue donc de la confrontation qui démarre à 20h, ce que ça va donner, et on revient là-dessus. Pardon, et demain pour faire le point justement. La rencontre est pour 20h, comme vous l'avez dit, Fluminense-Chelsea, pour un billet à l'étape finale pour l'ultime rencontre donc de la compétition Fluminense-Chelsea. Qui d'entre les deux équipes va décrocher le tout premier ticket de cette édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA? Wait and see. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 20h. Tanguy, et si on s'arrêtait ici ce matin pour les sports? En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin, mesdames et messieurs. Tiens, bonne journée et à demain. Mesdames et messieurs, voici mon invité ce matin. Il s'appelle Hubert Arobadi Adimou. Il est jeune de Sakété notamment. C'est dans le plateau. Il est président d'un groupe de jeunes pour le développement. Il est membre d'un comité pour la célébration d'un homme. Il s'agit du professeur François Debayo Abiola. Monsieur Arobadi Adimou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, vous avez choisi de célébrer le professeur François Debayo Abiola. C'est qui le professeur Abiola? Merci, monsieur le journaliste. Le professeur François Debayo Abiola est un digne fils de Sakété, de père et de mère. Un homme qui a commencé les études à Sakété. Il a fait Pobé. Il a eu son baccalauréat au Bénin. Et que par la suite, il a commencé sa carrière d'enseignant au Bénin avant d'aller
au Dakar, oui, au Sénégal, en tant que directeur de cette école inter-État. François Abiola est un vétérinaire de formation qui a eu à faire ses preuves dans beaucoup de pays. C'est également un homme politique qu'on ne présente plus, mais qui est aujourd'hui à la Sénat. C'est ça. Oui, mais pourquoi choisir de le célébrer? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? On a bien l'impression que bon, ce que vous aviez dit n'a rien de particulier. Faire ses études au Bénin, occuper un poste de la sous-région, revenir faire de la politique, c'est dans les codes, peut-être pas de tout le monde, mais d'un certain nombre de personnes au Bénin. Merci, M. Tanguy Agoï. Pourquoi célébrer le professeur Abiola? Il faut dire que c'est la population de Sakété qui en a décidé ainsi. Ce sont les filles et filles de Sakété qui ont bien voulu célébrer leur fils en reconnaissance de tout ce qu'il a pu apporter à cette communauté-là, de tout ce qu'il a pu apporter au Bénin en général. C'est la population de Sakété qui, à travers ce groupe de jeunes que moi je représente, a bien voulu montrer à la face du monde qu'on peut célébrer des gens de leur vivant et non à titre posthume comme on le voit souvent. C'est cette population qui a bien voulu exprimer un triple besoin. Le premier besoin est un besoin de reconnaissance. Il faut reconnaître à cet homme-là, comme je viens de le dire, ce qu'il a pu faire pour Sakété, ce qu'il a pu faire pour le Bénin en général. Le deuxième besoin, un besoin de transmission. La population de Sakété a estimé qu'un tel héritage ne serait laissé. On ne saurait laisser cet héritage mourir comme ça, sans mettre en place un mécanisme de transmission des valeurs que l'homme incarne. Le troisième besoin que la population a exprimé en voulant célébrer ce procès, c'est l'inspiration. Nous sommes à un moment où on a tendance à croire qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères pour des jeunes, il n'y a plus de modèles. En célébrant le procès Abiola, on est en train de montrer qu'il y a encore des repères, qu'il y a encore des modèles. On est en train de montrer qu'au Bénin, on peut célébrer l'excellence, on peut célébrer des modèles, on peut montrer à la jeunesse qu'il y a des personnalités, qu'il y a des personnes qui ont apporté un plus au développement de ce pays. Aujourd'hui, à Sakété, c'est toutes obédiences confondues qui célèbrent le procès Abiola. Moi, je vous écoute, je vous suis, je ne vois pas concrètement ce qu'il a fait à Sakété. Il a construit des routes là-bas? Ou bien Sakété est un petit pari à cause du procès Abiola? Merci beaucoup. Vous savez, il y a le professeur Michel Bokor qui disait il n'y a point de développement avec une ressource humaine de qualité médiocre. Autrement, vous ne pouvez pas faire un développement avec la qualité humaine, la ressource humaine, si elle n'a pas de qualité. Le professeur Abiola est quelqu'un qui a investi sur la ressource humaine. C'est quelqu'un qui a mis l'accent sur la formation des jeunes. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était ministre de l'Enseignement supérieur, a réformé l'éducation, le système universitaire. C'est quelqu'un qui a plus recruté à l'université. Le professeur Abiola a construit des murs de classe au collège, dans l'école de Sakété. Je prends l'exemple de C.G. Assaï Dioché. Il a sorti l'âge de sa propre poche pour construire. C'est quelqu'un qui continue d'aider les jeunes à travers les formations. Et vous avez prévu un colloque, normalement. De quoi va parler le colloque? De son parcours, de sa biographie, ou de comment apporter quelque chose pour changer notre quotidien? Avant même le colloque, si vous le permettez, oui. Comme je le disais, que la population, il y a d'abord le conseil communal qui a décidé de baptiser une rue au nom du professeur Abiola. Alors que le conseil communal est majoritairement composé d'une autre obédience politique que lui. Donc c'est pour vous montrer qu'il fait dans toute la population. De la mouvance, il est de la mouvance. Donc on peut comprendre que c'est des collaborateurs politiques, c'est normal. Sur ce terrain, oui. vous comprenez mieux que moi qu'il n'y a pas de cadeaux que les gens se font. Dans ce milieu-là, les gens ne se font pas de cadeaux. Mais pourtant, aujourd'hui, toute obédience confondue, on peut accepter se mettre ensemble pour célébrer un homme. Pour venir au colloque, il faut d'abord déjà voir le thème du colloque. Le thème, c'est formation, héritage, modélisation. La qualité de l'homme pour servir dans la société. Et quand on parle de colloque, vous savez que c'est les universitaires. Ce colloque aura lieu le 2 et 3 août 2025. Et à cette occasion, il y aura des universitaires qui vont venir faire des communications. Des communications à travers les différents panels. Et ces communications vont forcément aboutir sur des résolutions, sur des actes qui vont parler développement. D'où
Sakété, le Bénin, va encore tirer profit de cet homme-là à travers ce colloque-là. Parce que ce sont les chercheurs, les sachants qui vont se réunir pour parler développement. Et quand vous allez finir le colloque, ça va s'arrêter là? Naturellement pas. Après le colloque, il y a une suite. Puisque les actes du colloque seront publiés, d'abord, mais il y a aussi une soirée culturelle entre griffes qu'on a prévue. Et puis après ça, il y a maintenant le passage dans les écoles pour distribuer les supports pédagogiques. Et il y a un autre projet, toujours pour aller dans le même sens que cet hommage. Ce projet, c'est primer l'excellence dans les milieux scolaires de Sakété. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, à travers ce projet, nous voulons aussi aider nos mamans qui sont dans les marchés. Ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. On peut célébrer d'autres personnes qui n'ont pas mis pied à l'école, mais qui ont un parcours exemplaire, qui sont des hommes intègres ou des femmes intègres. Donc, après le colloque, il y a toute une gamme d'activités qui est prévue. Donc, ce n'est pas qu'on finit le colloque et puis tout s'arrête là, loin de là. Hubert Arobadi Adimou, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour finir rapidement. Merci, monsieur le journaliste. Et comme mot de la fin, je dirais ceci. L'héritage est un devoir. Le souvenir devient une responsabilité. Soyons tous au rendez-vous du 2 et 3 août à Sakété, afin qu'ensemble, l'on puisse ensemble célébrer cet homme-là et qu'on puisse encore raviver ensemble l'espoir selon lequel on peut sauver l'excellence de son vivant. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, de la suite d'Actu Matin, vous aurez à suivre notamment la rubrique santé, puisque nous sommes mardi matin. Et ce matin, même si Esther Tofa n'est pas là, elle nous propose d'aller découvrir quelques conseils, notamment pour préserver les enfants de 0 à 5 ans du paludisme. Vous savez, nous sommes en période de pluie, période par excellence de promotion des moustiques qui transmettent justement cette maladie-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre? Comment on s'organise? Voici des éléments de réponse dans cette production. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Condition médicale caractérisée par une faible concentration de l'hémoglobine dans le sang, l'anémie touche toutes les couches de la population. Saignement excessif, carence en vitamine B12 ou en fer sont entre autres causes de l'anémie. Mais elle peut également être due à plusieurs autres facteurs. Grave accident de la voie publique avec une grosse hémorragie, on passe de 15 grammes à 10.
La première cause, sinon aussi, c'est le paludisme. Alors, le paludisme, parce que en fait, c'est un germe qui fait éclater les globules rouges. D'accord ? Donc, ce que contient le globule rouge, parmi lesquels l'hémoglobine, va se retrouver inopérant, puisque largué dans la circulation générale, sans être dans le globule rouge et donc n'ayant plus sa fonction. Donc, par exemple, une grave crise de palu peut faire chuter de 2-3 points, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est différent selon le stock qu'on avait ou pas. Il y a des causes qui sont nutritionnelles, la malnutrition. L'anémie peut se distinguer par la fatigue, un étourdissement, une pâleur prononcée, une fréquence cardiaque rapide, des céphalées, le vertige et surtout un essoufflement. Dans les cas graves, elle peut se manifester par un déficit moteur chez les enfants. Mais la bonne nouvelle est que l'anémie dispose d'un traitement aussi bien curatif que préventif. Le fer, par exemple, est apporté dans la viande rouge. Tout ce qui va être rouge apporte du fer. Bizarrement, c'est comme ça qu'on a nos globules rouges d'ailleurs. Voilà. C'est pas souvent qu'on mange une côte de bœuf ou un steak haché. On mange plutôt du poulet et des choses comme ça. Or, par définition, elle est moins rouge, donc elle apporte moins de fer. Donc, vous voyez, l'alimentation, il faut trouver normalement des équivalents, enfin des aliments dont on sait qu'ils sont riches en fer. C'est dans les lentilles, c'est dans les légumes secs. Il y a plein d'aliments en fait qui apportent du fer. Quand on voit qu'il n'y en a pas assez dans l'alimentation, on peut faire des cures supplémentaires. On va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Chez la femme enceinte, c'est à part. On va lui mettre pendant toute la grossesse. Mais sinon, on met 1, 2 ou 3 mois, puisque ça suffit simplement à ce moment-là, à ce que le corps reprenne ses habitudes et reproduise suffisamment. C'est quand on a eu une grosse infection, alors par exemple une crise de palu ou pas, ne pas hésiter à essayer justement de s'auto-supplémenter, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin, et donc ça ne sert à rien de demander à l'organisme fabrique plus si jamais on ne lui apporte pas les ingrédients pour fabriquer. D'accord ? Et puis, c'est plus une prévention, c'est un traitement, c'est la transfusion quand vraiment ça ne va pas. L'anémie est un problème majeur de santé publique. Son traitement le plus rapide en cas d'urgence étant la transfusion, Dr Hélène Adjahi, médecin généraliste, insiste sur l'importance du don de sang. On sait que le sang est un organe, enfin un traitement vital dans certains cas. On appelle donc les gens au don de sang parce qu'on ne sait pas fabriquer le sang par ailleurs. Entre le moment où on donne et le moment où on va pouvoir transfuser, il y a toute une chaîne. Donc, comme je le disais, pour vérifier que la personne ne soit pas porteuse de certaines maladies comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, mais aussi pour typer son sang. Vous connaissez les groupes et les résus. Une personne d'un certain groupe ne peut pas recevoir du sang d'un autre groupe. Donc là, il y a une chaîne un peu importante. Il y a aussi une conservation, c'est au froid, etc. Et par exemple, on entend tous des appels soit par nos employeurs, soit par l'agence départementale de transfusion, soit dans le quartier, soit des appels aux dons. Les gens souvent trouvent qu'ils ont un peu d'autres choses à faire, ou ça tombe mal, là on n'a pas le temps, on est en train de courir, on est... Oui, mais sauf qu'un don de sang, on dit classiquement que ça sauve 3 vies. Les enfants et les femmes enceintes sont les personnes les plus exposées au cas d'anémie. À l'échelle mondiale, l'OMS estime que 40% des enfants de 6 mois à 5 ans, 37% des femmes enceintes et 30% des femmes âgées de 15 à 49 ans en raison des cycles menstruels sont touchés par l'anémie. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78
114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Alors que le jour décline sur Sakété dans le département du Plateau, le technicien qui veille sur l'une des fermes avicoles du coin fait sa première ronde de la soirée. Il n'y a pas grande activité. La population avicole entretenue ici est de modeste taille actuellement. Une situation qui s'explique par la période, mais surtout par les besoins du moment. Les pics, souvent, c'est pendant les périodes de fête qu'on observe souvent les pics. Mais actuellement, par la grâce de Dieu, nous prenons pour toujours avoir un marché constant. Et les pics peuvent arriver, mais il faut avoir un marché qui est constant. Cette humeur du marché, très maussade la plus grande partie de l'année, impose un rythme pratiquement invariable à l'activité avicole dans tous ses compartiments, à commencer par l'importation des poussins. Elle définit par ailleurs aussi l'état des investissements très mesurés dans le domaine. Ici, à Abomey-Calavi, à l'espace abattoir de poulets d'une coopérative par exemple, il n'y a pas grand monde aussi. C'est un matin ordinaire du mois de février et les ouvriers sont à la tâche. Voilà ici le lieu d'abattage. Celui qui est chargé de l'abattage, il les tue, mais en voulant les tuer, il les accroche d'abord au support, au dispositif d'abattage. Et le voilà, c'est un dispositif qui est constitué de cônes d'abattage. Pour chaque poulet, on en a 10. Et le récipient aussi pour recueillir le sang. Voilà. Et dès qu'il finit d'égorger, l'étape suivante, c'est de passer à l'échaudage. Et à ce niveau, il faut être très habile parce que quand l'eau s'échauffe trop, vous n'avez pas une bonne carcasse. Donc, il faut vérifier d'abord l'étape de l'eau avant de plonger les poulets dedans. Voilà. Et dès que c'est prêt, les poulets sont prêts à être déplumés, on les envoie à la machine. Voilà la plumeuse qui sert d'enlever les plumes. Et quand on met les poulets dedans, ça ôte complètement les plumes. Le poulet est déshabillé complètement. Et puis, on met un peu d'eau pour bien nettoyer avant de les ressortir. Et voilà. Quand les poulets sont retirés de la machine, il y a celui qui est chargé de la finition, qui vient les récupérer et qui va vers la table de finition là-bas. Et voilà, ici, c'est la table de finition. Nous avons une équipe permanente et on a des occasionnels en appoint, selon le besoin. Nous faisons en moyenne en 500 et 1000 poulets par jour. C'est selon les besoins et selon la période. Les périodes de forte pression sont les périodes de fin d'année en général. Nous utilisons de l'eau potable pour faire le travail. Contrairement à de l'eau usée comme ça se passe dans les marchés, nous avons de l'eau potable et les conditions de base en termes d'hygiène et d'assainissement sont respectées. Toutes les étapes sont manuelles, sinon presque, ce qui explique au bout de la chaîne la capacité relativement modeste de production annuelle des acteurs du secteur. À fin 2023, donc début 2024, on a une production de 24 500 tonnes d'œufs de consommation. Pour ce qui est de la viande de volaille,
vous avez au total 25 000 tonnes pour la même période de viande de volaille sortie. Et quand je dis viande, c'est déjà y compris le travail des agriculteurs, des éleveurs, les transformateurs qui ont abattu et qui ont fait les découpes et autres, et les distributeurs qui sortent. Quand vous prenez les producteurs, ils sont aujourd'hui 1222 précisément aux sorties du dernier recensement qu'il y a eu en 2023. Quand vous prenez les transformateurs et distributeurs, toutes catégories confondues, je dis bien toutes catégories confondues parce qu'il y a les plus gros, les moyens, les petits, ils sont aussi environ 1000 acteurs. Quand vous prenez les fournisseurs d'intrants, comme vous pouvez vous en douter, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont grosso modo en 90. Deux raisons expliquent cette faiblesse de la production locale. Il y a d'abord ce qui représente le cauchemar des producteurs locaux, l'importation. C'est un rythme soutenable de plus de 150 000 tonnes par an qui a progressivement décliné à 100 000 tonnes vers 2024 avec l'interdiction de réexportation imposée par le Nigeria. Cela dissuade toute volonté d'investissement dans le secteur et accouche de la deuxième raison. Les investisseurs potentiels et même les acteurs aussi se refusent toute prise de risque en l'absence d'une décision forte qui sécurise les éventuels investissements. La conséquence, une filière avec un potentiel énorme mais inexploité, avec surtout le vaste marché de plus de 200 millions de personnes à la frontière est du Bénin. Mais depuis l'annonce de la fin de l'importation en 2024, les choses ont quelque peu changé. La décision annoncée a boosté la volonté chez les acteurs, mais aussi chez les opérateurs économiques. Comment ça va? Bon. À Porto Novo, un homme d'affaires a mis en place des infrastructures de dernière génération pour la production locale de poussins. Ici, c'est l'incubateur d'une capacité de 40 320 œufs. Ça dispose de 4 portes. Je vais ouvrir, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est les chariots qui sont dedans. Il y en a au nombre de 8. C'est sur ça que nous disposons les œufs. On les met dans des petits alvéoles que nous disposons sur ça. En fait, c'est un système automatique. C'est une machine de dernière génération. C'est automatique, tout est fait de façon automatique. Il y a le système de refroidissement. C'est les serpentins qui s'en occupent. Système de refroidissement. Il y a aussi un système d'humidité, le système de chauffage, de ventilation. Tout est automatique. Là, c'est la troisième porte. Et c'est la quatrième porte. On a 4 chariots devant et 4 chariots derrière. Donc ça fait au total 8 chariots. Une fois les œufs ici, nous les disposons dans ces caisses que vous voyez. Et ils restent ici pendant 3 jours. Donc, dans l'intervalle de 3 jours, nous avons les poussins. Le système est le même. Le système de ventilation, de refroidissement, d'humidité, c'est seulement le système de retournement qui n'est pas ici. C'est ça qui fait la différence entre l'incubateur et l'éclosoir. Disposé en forme de U et érigé sur 2 niveaux pour le moment, le couvoir a une capacité mensuelle d'1 million de poussins. Et la chaîne de production est dotée d'un mécanisme technologique adapté aux réalités modernes du milieu. Voilà, donc les poussins, quand ils vont sortir, on va les ramener ici. Donc ça, c'est une salle de sortie des poussins de travail. Une fois les poussins sortis, on les ramène ici et on dispose les paniers ici. On dispose les paniers ici. Et une fois les paniers ici, on fait le tri ici. Donc les poussins qui sont bons, on les met ici. Et dès que ces poussins-là, dès que nous les mettons ici, ils tombent sur ce tapis. Et ce tapis roulant les traîne jusqu'ici.
et les envoient ici. Et ils font le tour. Et ceux qui sont censés vacciner se positionnent ici pour la vaccination. Et il y en a 8. Il y a 1, 2, 3, 4, il y en a 8 vaccinateurs qui sont censés être autour du dispositif. Donc voilà comment ça se passe. Après ces premiers soins, une partie des poussins est appelée à être vendue aux éleveurs pour leur ferme, soit pour la production des œufs, soit pour la chair. Stéphane! Et pour chacune de ces options, des entreprises de taille se mettent aussi progressivement en place. Comme ici, dans cette poussinière, sur cette ferme installée à la sortie de Porto Novo vers les Agégués. Sous des conditions de température et de luminosité bien contrôlées et maîtrisées, plus de 20 000 poussins sont nourris par une chaîne automatisée et sophistiquée. Voilà, le chariot qui part comme ça. Voilà, quand on donne à manger, c'est ça. Donc, ils vont, vous voyez. Donc, elles sont déjà habituées pour... Là, ce matin, ça a été déjà passé, ça a distribué l'aliment, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez. Est-ce que ça ne risque pas de tuer des poussins là? Non, 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 pas du tout. Non, mais dès qu'elle voit le chariot passer, elle se retire. Et donc, une fois le chariot passé, ils se mettent à manger. Voilà. Et ça doit faire le tour là combien de fois par jour? Non, une seule fois. Parce que on les restreint un peu pour éviter qu'elles ne se développent très vite. Il y a un contrôle de poids qu'on fait toutes les semaines. Le chef d'élevage et son équipe, on fait un contrôle toutes les semaines pour maîtriser le poids. Parce que ce ne sont pas des poulets de chair. Hein. On les élève pour respecter un certain poids toutes les semaines pour pouvoir satisfaire un poids final à l'entrée en ponte. Alors ça c'est pour le raclage, donc 2 ou 3 fois par semaine en fonction de la quantité de fientes qui tombe. Donc le chef d'élevage met le racleur en route et ça racle les fientes jusqu'au bout là-bas. Il y a un collecteur au fond et après bon, le camion vient vidanger ça. Là maintenant ça nettoie. Là ça nettoie là, voilà. Donc vous voyez, là, il n'y a pas, on les a détassés sur tous les niveaux. Donc ils ont à boire et à manger, là, parce qu'on les démarre en haut et après on les démultiplie pour que tout le monde ait le même nombre de poussins par cage. Donc ils vont rester là jusqu'à 18 semaines, donc en 4 et 5 mois. Et après on va les transférer dans le bâtiment de ponte là-bas. Pour être autonome, mais aussi et surtout satisfaire la forte demande en aliments, cette ferme a choisi d'installer sa propre unité de production de provence. Donc ça, c'est un séchoir à céréales ambulant. Donc on peut déplacer pour pouvoir sécher les grains, au fait. Ouais. Alors ici, on est en face d'une machine pour torréfier la graine de soja. Donc on reçoit la graine et on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Donc il faut la passer ici. Donc au fait, c'est une technique pour chauffer la graine, pour enlever les patterns antinutritionnels dedans, quoi, voilà.
Et donc ça ressort, c'est très facile. Hein. Bon, donc on monte à des températures de à peu près 80-90 pendant 2-3 minutes. Et on contrôle justement après avec analyse le taux de cuisson, la nature de cuisson. Et puis donc voilà un peu, quand ça ressort, c'est comme des cacahuètes. Hein. Donc ça c'est la graine de soja torréfiée. Bon, on peut la manger. Hein. Non. Donc, ici, c'est l'ancienne usine, c'est l'ancienne unité. Bon, elle fait que le mélange puisque le broyeur n'est pas très opérationnel. Et on est passé sur un BMI ici, c'est une petite unité. Voilà. Ici, le personnel est un nombre réduit et relax en attendant que le marché local soit autonome. D'accord, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous fabriquez là? On produit l'aliment de croissance. D'accord, ok. En même temps que les dispositifs modernes se mettent en place progressivement à la base, les éleveurs aussi se multiplient et agrandissent leur capacité de production. À Lada, par exemple, des investisseurs étrangers ont relancé une vieille ferme. Actuellement, nous sommes à 12 000 têtes de poulet actuellement. Et on envisage d'aller jusqu'à 25 000 têtes dans cette année. Et parce que c'est l'année passée, en mois d'avril, qu'on avait commencé la rénovation de la maison. Et actuellement, on n'a que 3 bâtiments dans la maison et les 12 000 se partagent dans les 3 bâtiments. Donc dans peu de temps, il y a d'autres bâtiments qu'on va commencer par préparer aussi, qui va nous amener à 18 000 têtes. Et là, s'il y a le marché, on continue jusqu'à atteindre le nombre qu'on peut faire et aider notre population à manger de la viande. Ce bâtiment qui contient 2400 poulets et actuellement c'est déjà prêt à recevoir des poussins. On a déjà désinfecté, il y a copeaux dedans et autres là, bon, vous pouvez regarder après. Bon, quand on entre dans notre bâtiment, vous devez laver les mains. Bon, normalement, il y a des chemises qu'on devait porter avant de rentrer. Bon, avant de rentrer, on doit désinfecter les bottes et rentrer. Les poussins 2400, tout doit rester ici d'abord. Quand on va installer ici 2 semaines, 3 semaines, on va séparer. 1000 et 1700 ici et 1700 à côté. Donc ça, c'est déjà prêt, mais on doit encore désinfecter au moins 3 fois avant l'arrivée des poussins. Donc c'est des poulets qui ne supportent pas trop de chaleur. Ça, vous pouvez remarquer qu'il y a des ventilos. À Dangbo, à l'autre bout du Bénin, une autre ferme s'installe aussi. Ici, on rêve très grand et la mise en place des infrastructures a déjà démarré. Nous sommes sur 23 hectares et ici, nous devons à la fin avoir 10 poulaillers. Chaque poulailler
étant d'une taille de 1500 mètres carrés, où on va mettre à la longue, dans quelques mois, on va mettre entre 25 000 et 30 000 sujets. On a aussi une usine de transformation d'aliments, puisque c'est important. Et la capacité de notre usine aujourd'hui qui est déjà là, c'est 10 tonnes l'heure. Et nous allons avoir 2 chiffres par journée. Donc c'est quand même un gros projet qu'on a là présentement et on travaille présentement dessus dans quelques mois. D'ici 2 à 3 mois, on aura fini notre projet là. À côté des grosses unités qui rêvent de production de plusieurs millions de têtes par mois, il y a aussi les petites unités privées d'acteurs aux moyens modestes. Ils sont ainsi des centaines de ce type installés surtout dans la partie méridionale de Bénin. Et il y a aussi les coopératives qui sont par dizaines investies dans le secteur, ce qui accroît substantiellement la capacité potentielle de production locale. Il y a des gens qui ont une capacité plus grande, mais qu'ils n'exploitent pas encore, toujours par peur de cette importation qui perturbe véritablement, surtout en ce qui concerne les poulets de chair. Il y a des gens qui ont les bâtiments, qui ont les infrastructures, mais qui ont cessé de les faire parce que le marché pose problème à cause de la concurrence déloyale de ce qui est importé. Et ils attendent qu'il y ait un signal pour faire reculer l'importation avant de reprendre. L'abattage se modernise aussi sur le coût. Ici, dans cette unité installée par une coopérative, on a fait l'effort de réduire le plus possible l'intervention de la main humaine. Mais elle est toujours présente, ce qui n'empêche pas les poulets de sortir propres et sains pour la santé humaine. Actuellement, il y a un système manuel qui n'est pas encore totalement mécanique. Mais nous arrivons actuellement, nous arrivons à faire sortir au moins 1000. Nous pouvons faire sortir au moins 1000 par jour. Elle est en train d'enlever les poulets, de les mettre dans les chaudières. Nous pouvons faire sortir au moins 1000 par jour, 1000 sujets par jour. Et notre projection, c'est de mettre une chaîne d'abattage automatique qui pourrait faire 4000 à 8000 par jour. Mais c'est à Porto Novo que la plus grande unité d'abattage moderne s'est implantée et attend de démarrer ses activités. Ici, les choses sont plus modernes et la main totalement écartée de toutes les étapes du cycle d'abattage. Donc ils vont décharger les caisses ici. Il y a les opérateurs qui les prendront un par un pour les accrocher par la patte ça, sur les chaînes, au fait. Donc après, une fois tout est plein, bon, donc il tourne et il va rentrer. Donc il y a tout un circuit à faire et qu'on va voir. Donc ça, c'est une station pour produire l'eau chaude qui va servir à échauder les volailles. Donc je vous disais tout à l'heure, bon, une fois accrochés, ils vont passer par le circuit là, ils viendront. Et ici, c'est un bac d'échaudage. Donc ça, c'est rempli d'eau et il y a des thermostats dedans avec des chauffe-eau au fait. Hein. Et donc, ça va chauffer l'eau, température de 52, 55, ça dépend comment on va voir. Et donc, la chaîne descend. Donc, après, vous pouvez venir voir, la chaîne descend. Il plonge les animaux dans l'eau chaude, dans le bain. Ça ressort. Donc, comme le circuit est comme ça, il ressort.
Il va passer là. Et ça, vous voyez, là, il y a des dents, des doigts, là. Là, ce sont les plumeuses. Donc, on met la machine en route. Donc, tout ça, c'est en route en même temps. Et il va tourner. Le poulet passe dedans. Donc, il va tourner pour les déplumer, au fait. Donc, voilà la plumaison. Donc, il y a deux chaînes comme ça. Ça fait tout le tour. Et une fois le poulet déplumé, sorti, donc voilà, une première partie, une deuxième partie. Donc, il va sortir par là. Donc, déjà, le poulet, vous allez le voir accroché, plus de plumes, hein, il est déjà fini. Il va passer par ici. Ça, c'est, disons, un couteau, un coupe-tête. Il va couper la tête. Ça va tomber là, il passe. Donc, il est toujours accroché, le poulet. Il va passer. Et là, ce sont des suceuses, au fait, pneumatiques, hein, pour pouvoir vider le poulet. Ouais, voilà. Donc, une fois vidé, bon, dans ça, il y aura des opérateurs, des opératrices sur la ligne. Une fois vidé, ça passe. Et il va passer là aussi, et il va descendre dans ce bac pour être nettoyé complètement. Donc, il va rester dedans pour un certain temps pour être nettoyé. Et après, il va sortir de l'autre côté. Les tables ne sont pas là, ils sont dans la grande salle là-bas, la chambre froide là-bas. Donc, ça va être nettoyé complètement et il y aura des gens là-bas pour les récupérer sur la table. La dernière ligne, c'est la transformation. Ici, les acteurs s'organisent aussi, proposent une variété de produits issus du poulet et essayent un quadrillage de marché pour servir des produits transformés. Voici la chambre froide positive. Là, on envoie la matière première pour 2 heures à 3 heures pour la fraîcheur. Ça quitte là, on vient ici. Ici, nous sommes au niveau de la charcuterie. On appelle ça ici la charcuterie à notre niveau, où on fait le découpe des poulets. Actuellement, on est en train d'enlever les blancs de poulet. Voici les blancs de poulet. Ça, on appelle le coffret. Et c'est du coffret qu'on enlève les blancs. Quand on enlève les blancs, on obtient les carcasses qui sont de l'autre côté là-bas. Ça, c'est les carcasses. Donc, ça quitte là. Ça, c'est les poulets découpe. À ce niveau, nous avons les poulets format. On a le petit format qui est ici, le grand format et petite cuisse, issu des poulets découpe. De l'autre côté, on est en train d'emballer les ailes. Donc, c'est le chemin que ça suit, ça. Nous finissons d'emballer, on envoie les produits au niveau vers la chambre froide négative pour la conservation. Nous sommes au niveau de la charcuterie ici. Et ça, c'est les machines qu'on utilise souvent au niveau de la charcuterie. Ça, c'est le hachoir, le mélangeur, le cutter et puis le poussoir. Donc, le haut de cuisse est désossé. On a la chair qui est utilisée avec la peau de poulet hachée, envoyée au niveau du cutter, pardon, pour être mélangée avec les ingrédients. Ça, nous sommes dans le cadre de la production de la saucisse cuite. Une fois mélangée, on enlève la pâte mélangée avec les ingrédients du cutter vers le poussoir. Actuellement, elle est en train de pousser la pâte de saucisse. Ici, c'est le rôtissoir. Notre poulet rôti, c'est le produit le plus prisé des consommateurs. Les clients adorent ça. Nous faisons du poulet rôti et de la pintade rôti. C'est bien assaisonné, c'est déjà prêt à dégustation. On vous offre en plus, on vous offre 2 acassas et du piment comme accompagnement. En fait, la vente en ligne, c'est un système qui permet aux clients d'acheter nos produits en ligne et à tout moment de la journée. Donc, nous avons un service de livraison qui nous permet de satisfaire les clients. Donc, en fait, le client peut commander directement par téléphone et en fonction de sa demande, il fait sa demande et nous faisons le devoir de le servir le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. De la production des œufs de table ou des poussins d'un jour jusqu'au produit fini servi sur la table du consommateur en passant par l'élevage,
l'abattage et la transformation, les acteurs du secteur ont acquis en capacité de production, mais aussi dans la technique et la technologie. Et la décision politique qui attend toujours d'être prise commence à semer le doute dans le cœur de ceux qui ont hasardé de gros investissements dans le domaine. Les acteurs ne demandent pas de prendre une décision aussi radicale qu'elle soit, mais ils veulent un signal pour savoir que leurs investissements seront sécurisés, que quand ils vont produire, ils vont vendre. Vous avez vu tout ce que je vous ai cité là? Et pour clôturer et vous montrer pourquoi on parle tant d'investissement dans ce domaine, lorsque vous devez élever des poules pondeuses pour faire des œufs, non compris l'investissement des infrastructures, il vous faut mobiliser environ 15 millions pour 1000 têtes seulement. Il est important qu'au-delà de l'outil ou des outils mis en place par l'État pour faciliter l'accès au financement, que le gouvernement puisse prendre des mesures particulières d'accompagnement de ces acteurs de la filière qui ont des projets, qui ont déjà pris des initiatives, qui ont commencé quelque chose, qui ont l'autorisation de le faire, pour qu'ils puissent lever facilement et rapidement les fonds nécessaires. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici, design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez N Meubles Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou, 7e rue après la clôture de SOS au bord du goudron et dans notre showroom à Wologede, rue de la pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact +229 0161 09 09 09 ou le +229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. Nous voici de retour pour nos moments de discussion. Je vous rappelle que le sujet porte sur cette création, cette installation de la commission parlementaire d'enquête à propos des déclarations de Paulin Arkouna Parakou. Je vous rappelle que l'homme a parlé de milliards de francs CFA de budget général de l'État siphonnés par des individus en divagation.
Le Parlement a décidé de comprendre en tout cas ce qu'il y a autour de ces propos-là et éventuellement les acteurs impliqués s'il y avait malversation. Dans cette malversation, donc, Franck, bonjour, Eric, bonjour, bonjour. On aura abordé le sujet en 3 axes. Déjà, on va commencer à évoquer justement l'opportunité de cette commission d'enquête, Franck. Allez, je pense que l'opportunité de la mise en place de cette commission réside dans le fait que, eh bien, on a une envie de faire la lumière autour des propos jugés par tout le monde de gravissimes, lorsque vous le prenez sur le plan politique ou même sur le plan, disons, sur le plan humain, parce que les propos de Paulin Aponan ont été assez durs à l'endroit de son prédécesseur, et donc il faut vérifier la véracité des faits avancés par le ministre. Je pense que l'opportunité réside à ce niveau. Il y a également que, au lendemain de cette déclaration, il y a un doute qui a commencé par s'implanter dans le cœur, dans l'esprit de l'opinion, où on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent du contribuable, parce qu'il a parlé de dizaines de milliards de francs CFA. Et donc, lorsqu'on parle de cela et que vous savez que vous avez des problèmes dans vos quartiers, dans votre arrondissement et autres, parlant de l'eau et de l'électricité, dans cette partie du Bénin où vous allez dans la nuit à Parakou, ça n'est pas du tout beau à voir. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi avoir des doutes. Donc, ce sera l'occasion, n'est-ce pas, de restaurer un peu la confiance par rapport à tout ce qui a été dit, la confiance au niveau des populations et surtout par rapport au gouvernement dont il faisait partie. Parce que quand vous tenez ces genres de propos, ça écoche l'image du gouvernement, de l'équipe, et puis éventuellement situer les responsabilités. Je pense que c'est très important et ce faisant, je pense que le Parlement est dans son rôle. Ça relève également du contrôle de l'action gouvernementale. Lorsque vous contrôlez un gouvernement et qu'un matin on vous dit qu'il y a des dizaines de milliards de francs CFA qui sont siphonnés, le mot est assez fort, on dit siphonner. Donc il y a de quoi que le Parlement qui vote le budget, qui donne les moyens au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement, il y a de quoi que ces députés-là s'en inquiètent. Et donc, moi je pense que c'est très important et c'est opportun qu'on mette en place cette commission-là. Lorsque vous voyez un peu la composition, vous devez comprendre que tous les députés dans leur majorité veulent savoir ce qu'il s'est passé, veulent avoir des précisions sur ce que le ministre a dit. Lui, il a fait des déclarations. Maintenant, il faut aller dans le fond du dossier, il faut aller interroger les parties prenantes pour voir ce qu'il en est, accéder également aux documents sur la période de la gestion de l'ancien ministre Adambi et comparer, faire une lecture croisée pour voir si effectivement ce qu'il a dit est juste ou pas. Eric ? L'opportunité réside dans le fait que du côté du Parlement, on veut apporter la preuve de ce qu'on veut jouer un franc jeu. On veut faire preuve de transparence dans cette affaire de présumé de fait de corruption au ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. On veut apporter la démonstration de ce qu'entre acteurs politiques, on ne se protège pas. Entre acteurs politiques, eh bien, quand on a des soupçons sur des cas de mauvaise gestion, sur un cadre politique, on suit une procédure qui voudrait en tout cas faire la lumière, n'est-ce pas, sur ces faits-là. Alors, et ça, c'est ce que nous avions remarqué. L'opposition a pris l'initiative justement de la mise en place d'une commission d'enquête et les députés de la majorité ont suivi le rythme et cela a donné ce que nous avons constaté hier où cette commission a été mise en place avec les membres de toutes les formations politiques présentes à l'Assemblée nationale. Sur le plan du symbole, oui, ça permet à des citoyens de se dire, bon, c'est du sérieux, quelqu'un s'est prononcé, a fait des déclarations, le Parlement s'en est saisi, une commission a été installée. Et la suite à présent. Alors pour moi, pour ceux qui pensent que cela suffit justement pour dire que nous sommes vraiment dans un contexte de transparence, moi je pense qu'il faudrait encore plus.
dans la mesure où quelle est la perception que nos citoyens ont généralement des commissions. Vous savez, cette phrase qui est devenue très populaire chez nous, c'est que quand on veut noyer une affaire, on met en place une commission et on est vraiment sûr de ne pas faire avancer les choses dans le sens où on l'aurait véritablement souhaité. Donc, moi, j'estime que c'est bien de mettre en place une commission et c'est aussi bien d'attendre véritablement de ce que cette commission puisse faire son travail et rendre son rapport et faire en sorte que, si nous sommes dans l'hypothèse que les faits déclarés par Paulin Akpona sont avérés, n'est-ce pas, et qu'il y ait véritablement des poursuites. Après, là où moi ça me met un peu ça me dérange un peu, c'est que nous avions connu des cas de ce genre et on n'a pas vu le Parlement, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, se saisir de l'opportunité de la mise en place d'une commission. Je crois savoir qu'au niveau de chaque ministère, il existe des structures qui engagent des enquêtes, qui engagent des poursuites. Je crois savoir qu'au niveau de l'État central aussi, on a la possibilité, justement, si tant est qu'il y a une volonté manifeste de voir clair dans ce qui s'est fait avec les ressources du contribuable au niveau du ministère de l'Énergie. Nous savons aussi comment ça fonctionne, justement. Sauf que je note que du côté du gouvernement, on s'est d'abord limité à limoger le ministre et on observe des initiatives un peu parallèles, mais qui n'engagent pas du tout l'exécutif, en tout cas. Puisque ici, c'est le Parlement qui est en jeu, en tout cas, c'est le Parlement qui prend l'initiative. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plus, justement, pour faire comprendre véritablement à l'opinion qu'on a envie d'aller loin, et très loin, dans cette affaire. De la légitimité ou de la légalité de cette commission mise en place, moi je trouve que les deux sont réunis, en ce sens que déjà nous parlons de l'Assemblée nationale qui est l'institution par excellence de contrôle de l'action gouvernementale. Donc a priori, que les députés s'autosaisissent du dossier, qu'ils mettent en place une commission pour pouvoir investiguer, contrôler, vérifier si les allégations faites par le ministre, l'ex-ministre, Paulin Akpona sont vérifiés. Je pense que c'est de droit. L'autorité qu'incarne, ou l'institution qu'incarne dans le Parlement, c'est aussi à la fois la représentation du peuple. Et quand on dit qu'il y a des milliards de francs CFA, des milliards de la Caisse nationale, des milliards par conséquent du denier public, donc de l'argent du contribuable béninois, donc l'argent du béninois, tu fais la déduction pour qu'on comprenne que là, c'est l'argent du peuple, et par conséquent, si l'argent du peuple est utilisé, le peuple aussi doit pouvoir donner des réponses, on doit donner des réponses au peuple. Donc c'est justement par rapport à cela que ici maintenant, le Parlement s'est décidé à véritablement connaître du dossier. Et une fois que le Parlement se décide à connaître du dossier, il faut véritablement qu'on aille jusqu'au bout, qu'on comprenne que ce dossier, cette enquête qu'on a lancée ne sera pas une vaine enquête. Parce qu'il y a des commissions, il y a une commission dont on a déjà parlé, mais ici maintenant, il y a le Parlement qui prend le... Et je ne veux pas jouer au corbeau ce beau matin en disant que j'ai comme l'impression, ou je pressens que le professeur Dandy Nyamou et sa haute cour de justice risquent d'avoir très bientôt leur tout premier client, parce que cette histoire a pris une allure nationale. Et on a vu d'autres commissions qui ont été installées par le passé, mais on n'a pas eu de suite. Donc je pense que à présent, il faut beaucoup plus aller beaucoup plus loin. Et l'autre aspect encore qu'il faut revoir, c'est que nous avons remarqué que pratiquement toutes les composantes de l'Assemblée nationale, les partis présents à l'Assemblée nationale, sont toutes représentées actuellement dans cette commission. Donc, on ne dira pas que certains ont été lésés et que ça a été biaisé. Donc, toutes les composantes, parce qu'on sait qu'à la première heure, aux premières heures du moins, les démocrates se sont montés au créneau et ont insisté pour que lumière soit faite. Les démocrates sont représentés dans ce parti, dans cette commission. Le bloc républicain dont fait partie est le ministre.
mis en cause et l'ancien ministre qui a prononcé ces propos sont tous du bloc républicain et le bloc républicain est représenté dans cette commission. Nous avons également l'Union progressiste, le Renouveau, qui est également pratiquement la plus grande, le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale, qui fait aussi partie de cette commission. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que cette commission, elle est assez représentative pour pouvoir faire mener. Maintenant, le plus important, c'est que nous ayons effectivement les résultats, le rapport dans un délai assez raisonnable, parce que quand on parle de commissions, souvent nous avons vu par le passé des commissions qui ont travaillé pendant longtemps et qui jusqu'à présent n'ont même pas encore déposé leur rapport et dont on ne connaîtra certainement peut-être pas le rapport. À partir de cet instant, il faut commencer par se dire oui, commission, oui, représentativité, mais que le délai soit assez raisonnable pour qu'on ait une suite. Oui, Franck, le profil des membres de la commission. Non, vous savez, le profil des membres de la commission, moi je voudrais beaucoup plus m'attarder sur, disons, la part donnée à chaque groupe parlementaire. Vous avez vu l'Union progressiste, le Renouveau, qui est le plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, à 4 membres. Les autres en ont 3. Et je pense que c'est bien trouvé pour équilibrer un peu les choses au niveau de cette commission-là. Les profils, c'est sûr qu'à l'interne de chaque groupe parlementaire, on a choisi des gens qui peuvent faire le job. Et donc, tous ensemble, je pense qu'il y a des pratiques parlementaires lorsqu'on met en place une commission qu'on doit observer. Il y a une certaine démarche qu'on doit observer et c'est ce qui va se faire. Ils iront certainement pour questionner les parties prenantes, accéder aux documents, et également vérifier si ce qui est dit est vraiment avéré. Et donc, lorsqu'ils seront en plein travail, je pense que ça va être une collaboration qu'ils seront obligés de faire parce que là, il n'y a plus véritablement opposition, mouvance, et ainsi de suite. Ce qu'ils ont vu ensemble, ils viendront le dire. Si les propos étaient venus, par exemple, d'un membre de l'opposition, ça aurait pris peut-être une autre tournure où on aura d'autres démarches. Mais ici, c'est un membre de l'équipe gouvernementale. Lorsqu'il faisait les déclarations, il était à son poste, il était membre de l'équipe gouvernementale. Et donc, ça devient encore plus sérieux. Il faut aller voir et ensemble, ils vont faire des recommandations. Cette commission n'a pas vocation à punir qui que ce soit. Ils vont vérifier, ils vont interroger, ils vont auditionner, ils vont prendre le temps de fouiller les documents et à la fin, ils vont faire des recommandations qu'ils vont déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale et le reste va suivre. Donc, je pense que les profils, on ne peut pas... c'est de bons profils. J'ai vu des noms, des gens qu'on connaît très bien et donc, on attend la suite pour voir un peu... Ulrich disait tout à l'heure que la Haute Cour de justice risque d'avoir son premier client et tout. Moi, je pense que c'est un peu tôt de tirer ces genres de conclusions parce que nous avons connu des affaires plus graves dans ce pays, mais depuis que la Haute Cour de justice est mise en place, je ne me souviens pas de mémoire de Béninois si on n'a jamais ouvert des audiences sur des cas de personnalités qui ont occupé de hautes fonctions qui se sont rendues là-bas pour qu'on les juge, je ne sais pas. Donc c'est trop tôt de le dire. On verra bien ce que ça va donner, les recommandations que la commission va faire, parce qu'il s'agit, c'est bien circonscrit, et on dit au niveau de la ville de Parakou. Ce n'est pas toute la gestion de Adambi que on veut aller vérifier ou bien on veut aller auditer, on veut voir s'il y a eu des fonds qui ont été affectés à des projets à Parakou pour approvisionner la population en eau potable, pour éclairer la ville et qui n'ont pas été véritablement injectés comme cela se doit. C'est de cela qu'il s'agit et donc les populations seront interrogées, les cadres du ministère, et si possible le ministre lui-même sera entendu par la commission, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est une bonne démarche et ça va nous permettre de lever les équivoques autour de cette affaire-là qui commence par prendre véritablement d'autres développements. Eric. Pour la plupart, en termes de profil, ils ne sont pas forcément spécialistes des questions de passation de marché public. Ils ne sont pas forcément pour la plupart experts en eau et assainissement. Mais il est dit que la commission a la possibilité de solliciter toute expertise externe pouvant justement permettre à la commission
faire son travail. Et donc, en tant que commission noyau, ils feront sans doute un travail de suivi. Ils vont coordonner le travail qui sera fait en termes de contrôle, de vérification. Mais ils ont la possibilité d'avoir des experts à leur côté pour savoir véritablement ce qui doit être fait, pour identifier des irrégularités et véritablement faire un rapport. Je pense que dans la droite ligne de ce que les députés eux-mêmes ont confessé à l'Assemblée nationale sur les déclarations qui sont faites et sur le fait que, avec la mise en place de cette commission, c'est la preuve que le gouvernement ne veut absolument rien cacher. C'est la preuve que le gouvernement, en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence, joue toujours franc jeu. Donc, cette commission a une grande responsabilité. En tout cas, je ne sais pas si nous en avons connu déjà avec cette mandature. C'est sans doute une première. Donc, je ne voudrais pas que les membres de cette commission laissent dans la conscience populaire un travail bâclé, un travail inachevé, un travail vraiment d'experts, de parlementaires qui sont allés véritablement fouiller là où il faut véritablement fouiller. Parce que cela peut ôter de l'esprit de nos concitoyens cette idée que nous avons véritablement des commissions. Et je voudrais bondir sur les propos de l'honorable Aronvoa Ebla qui disait par exemple qu'en donnant l'exemple de ce que le gouvernement est toujours droit dans ses bottes sur les questions de bonne gouvernance, qu'aujourd'hui, quand on fait un peu le point des cadres politiques qui sont du côté de la Criette, pour la plupart, ils sont de la majorité présidentielle. Et donc, cela faire une suite logique de ce que le travail qui se fait du côté du gouvernement, on n'a pas à avoir des soupçons. Mais alors, quand on observe cela, pour ces cas où ces cadres se retrouvent devant la Criette, on n'a pas mis en place de commission, on n'a pas mis en place il n'y a pas eu une commission d'enquête du côté du Parlement pour que ces personnes soient devant la Criette. Et c'est en cela que je dis, est-ce que ça n'aurait pas été bien que d'abord, pour apporter la preuve de ce que le Parlement veut vraiment jouer un rôle et que la mouvance présidentielle ne veut véritablement pas jouer franc jeu, que cette initiative soit d'abord des députés de la mouvance plutôt que de l'opposition. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire véritablement l'option de faire dérouler le mécanisme au niveau du ministère, au niveau de l'État, justement, pour que vérité soit faite dans cette affaire, justement. Et parce que pour moi, ça irait plus vite. Parce que la commission parlementaire fera son travail et va soumettre son rapport acquis de droit et quelle va être la suite. Donc, je me dis, en tout cas, dans l'un ou dans l'autre des cas, ça reste un dossier à suivre de près et afin de voir véritablement si effectivement les propos de M. Paulin Aponan étaient des propos vérifiés ou c'était véritablement de l'invention. Après, il y aura deux hypothèses. Soit les faits sont avérés, et dès lors que les faits sont avérés, c'est que l'ancien ministre Adambi a des explications à donner. Soit les faits ne sont pas avérés, et donc l'ancien ministre Aponan sera peut-être poursuivi pour diffamation. Alors, moi, je voudrais préciser aussi que les propos étaient tenus dans un contexte où nous sommes vers la fin du mandat du président de la République, à un moment où on doit capitaliser un peu les acquis de la gouvernance de Patrice Talon. Alors ça vient comme un pavé jeté dans la balle et ça bouleverse un peu les choses, surtout sur un terrain politique où la mouvance se trouve véritablement en difficulté. Il faut se dire une certaine vérité. Et ça, c'est du pain béni pour les opposants qui vont s'en saisir à chaque fois pour donner des exemples. Écoutez, vous avez confié notre pays à des gens qui siphonnent notre budget national, qui siphonnent les fonds qui sont destinés à vous donner de l'eau et de l'électricité, et ainsi de suite. C'est là que politiquement, c'est un peu compliqué à gérer. Mais après, lorsque la commission va faire son travail et qu'on va se rendre compte que, eh bien, les propos sont allés trop loin et qu'il n'en est rien,
cela va renforcer la crédibilité, rassurer la population. Et ça pourrait être un gain en termes de cote de popularité, en termes d'arguments, parce que également les mouvanciers pourront l'utiliser comme argument sur le terrain pour dire, écoutez, tout ce qui a été dit ainsi de suite, ça n'est pas la chose. Le chef de l'État tient toujours à la lutte contre la corruption, à la lutte pour une bonne gouvernance et tout. Et donc, les deux, tout dépendra en tout cas de ce que l'on aura à l'issue de cette commission. Ça va être un problème à gérer au cours de la campagne électorale et tout, dans l'ensemble des circonscriptions, parce que ça, c'est des propos assez dangereux qui ont été tenus par Paulin Akpona. Je ne sais pas comment, au niveau du bloc républicain, à l'issue des travaux de la commission, comment on va véritablement gérer si éventuellement ces propos-là n'étaient pas véritablement vérifiés. Ça va être un problème. Et même si c'était vérifié, là encore, ça va être un souci. Allez, merci beaucoup les gars. Il est 9h pratiquement à Cotonou. C'est vrai qu'on avait un dernier axe autour duquel on devrait échanger, mais bon, le temps il est parti. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, derrière moi la revue de presse. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire Paulin Akpona continue de défrayer la chronique. Après le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, l'Assemblée nationale s'en mêle. C'est du moins ce qu'il convient de comprendre de la manchette de Le Matinal qui annonce qu'une commission d'enquête parlementaire a été constituée. L'organe législatif a adopté en sa plénière du vendredi 4 juillet 2025 une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire chargée du contrôle de la gestion des ressources destinées à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations de Parakou et ses environs. Affichant le nom des membres issus de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, le quotidien précise que ce groupe ad hoc entamera ses travaux dans les tout prochains jours. Cette nouvelle fait la une de plusieurs journaux sortis ce matin, dont Fraternité qui assimile cette autosaisine à un test de maturité pour le Parlement. Et alors que les parlementaires veulent voir clair dans le dossier de malversation présumée au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le gouvernement s'intéresse aux services phytosanitaires publics. Par un communiqué rendu public le 3 juillet 2025, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche interdit aux structures techniques publiques de facturer ces prestations, rapporte Décryptage Info. La mesure concerne des services tels que la désinsectisation, la dératisation, la démoustication, le désherbage chimique ou encore la fumigation, dans un souci de protection des producteurs et de régulation des interventions sur le terrain, précise Le Canard. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, une nouvelle régulation est également dans l'air. À en croire La Boussole, bientôt les influenceurs, les médias universitaires bénéficieront d'un encadrement rigoureux. Le quotidien indique qu'invité sur BIP Radio dimanche 6 juillet 2025, le secrétaire général du gendarme de l'espace médiatique a affirmé que toute personne usant des réseaux sociaux pour atteindre une large audience devient un acteur médiatique et doit à ce titre être régulé. La ARC propose des critères tels que le nombre d'abonnés, la portée et la fréquence des publications pour encadrer cette nouvelle catégorie de communicants. Cette initiative vise à combler un vide juridique qui, selon l'institution, favorise les abus, la désinformation et les dérives verbales en ligne. François Aoudou ajoute que les médias universitaires seront aussi logés à la même enseigne. Des détails fournis par La Boussole. Retrouvons Fraternité qui nous fait immerger en quelques pages dans l'univers artistique des pépitards. Créé en juillet 2018 par l'association Leader Solidaire de Médé Djonou dans la commune d'Adjara, ce groupe d'enfants de talent fait son petit bonhomme de chemin.
Les pépitards se sont déjà produits sur des scènes avec de grands noms de la musique africaine comme Youssou N'Dour, Fally Ipupa et Sabourin Danialou. Ils ont également eu à prester sur plusieurs autres scènes en France et en Allemagne, décrit le quotidien Maison qui a réalisé une vox populi sur la troupe, mais aussi une interview avec son directeur artistique Michel Adjimon Ndobessi afin d'en comprendre le fonctionnement. Matin Libre, pour sa part, nous signale un cambriolage à Kassarou, un village de l'arrondissement de Bouanri, commune de Bembereke. L'attaque à main armée a été orchestrée dans une maison courant la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025 et a permis aux malfrats d'emporter un butin de 15 millions de francs CFA. Terminons, mesdames et messieurs, ce point de l'actualité par le matinal qui rapporte que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu lundi 7 juillet 2025 son verdict dans le dossier de l'ex-délégué financier de la présidence du Bénin. Elle le condamne à 48 mois de prison ferme et 1 million d'amende. Fin de la revue de presse de ce mardi 8 juillet 2025.